Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler d'espèces naturelles, natural kinds en anglais, puisque c'est encore une notion que j'ai envie de poser sur ma chaîne pour pouvoir la réaborder par la suite. Là, je suis dans ma phase des vidéos balises qui vont m'être utiles par la suite. Donc, si j'ai prévu d'aborder cette notion, c'est que j'ai l'objectif de faire d'autres vidéos, notamment une sur le réalisme promiscutif de Dupré et une autre sur les classifications en psychiatrie. Et pour les deux vidéos, j'aurais besoin d'aborder cette notion d'espèces naturelles. Donc, pour cette vidéo, je me suis basée principalement sur un article de l'encyclopédie de Stanford que je mettrai en barre d'informations, qui définit ce concept et qui parle des différents courants, des différents enjeux autour du concept d'espèces naturelles. Et comme je trouvais que cet article résumait bien ce que je souhaitais aborder, j'ai vraiment pris de manière linéaire les éléments qui me semblaient les plus intéressants. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc déjà, la notion d'espèce naturelle, ça fait référence au fait que, imaginons, on prend le monde autour de nous. Et imaginez que le monde, c'est une sorte de grosse pièce de viande, une vache que vous avez découpée pour la manger. Et l'idéal des espèces naturelles, ce serait de découper la viande vraiment aux jonctions de chaque muscle, de chaque tendon, pour essayer de refléter la structure naturelle de la viande. J'espère que cette métaphore est compréhensible. Vraiment, arriver à identifier des catégories naturelles, des espèces naturelles, des natural kinds, c'est arriver à découper le monde à ses jointures, de refléter une structure du monde qui serait une structure réelle, si on est réaliste vis-à-vis de cette question, puisque, comme vous le verrez par la suite, il y a des personnes qui considèrent qu'il n'y a pas de structure réelle que l'on pourrait identifier, soit parce qu'on n'arrive pas à accéder à cette structure, soit parce que cette structure n'existe tout simplement pas. Donc il y a différents points de vue là-dessus, mais lorsqu'on parle de natural kinds, il s'agit vraiment de considérer que nos catégories naturelles reflètent cette structure du monde. Et donc il y a un certain nombre de questions qui sont posées par rapport à ces natural kinds. Par exemple, est-ce que ces natural kinds existent? Si ces natural kinds existent, comment faisons-nous pour les identifier? Est-ce qu'il y a des critères qui sont nécessaires et suffisants pour les identifier? Si oui, quels sont-ils? Est-ce que c'est relatif à une notion d'essence ou non? Donc il y a toutes ces questions-là qui sont posées vis-à-vis des espèces naturelles et bon, globalement, il y a des avis assez divers sur la question. Il faut distinguer le réalisme fort du réalisme faible qui est parfois appelé naturalisme, puisque le réalisme fort a réellement un engagement ontologique. Il considère vraiment qu'il y a des catégories qui existent dans la nature avec une ontologie particulière et que nos meilleurs outils scientifiques, nos meilleures méthodologies scientifiques et disciplines scientifiques nous permettent de refléter grâce aux catégories les catégories réelles de la nature. Alors que le naturalisme est un peu plus prudent vis-à-vis de cela, il n'y a pas forcément d'engagement ontologique ou un engagement ontologique très faible. Et il s'agit juste de dire qu'il y a des tendances objectives que l'on peut observer et donc que l'on va classer les éléments en fonction de ces tendances objectives naturelles, mais il n'y a pas vraiment d'engagement ontologique vis-à-vis de la nature du réel. Mais de manière générale, ce qui ressort le plus, c'est pas forcément la distinction entre réalisme fort et réalisme faible dans les articles que je lis, mais c'est plus la distinction entre espèces naturelles fortes et espèces naturelles faibles. Les définitions fortes des espèces naturelles sont souvent basées sur les essences. Il faudrait qu'il y ait des critères qui sont nécessaires et suffisants pour définir cette catégorie. Et les définitions plus faibles des espèces naturelles peuvent avoir plein de critères différents que je vais énoncer par la suite. Et les débats que je vois, c'est plus des débats définitionnels concernant les espèces naturelles. Est-ce qu'on devrait se baser sur une définition plus forte ou plus faible des espèces naturelles? Quels sont les critères qui sont utilisés par les naturalistes pour définir une espèce naturelle? Bon, il y a une mouche qui littéralement n'arrête pas de passer devant la caméra. Bon, déjà, le premier critère, ce serait le fait d'avoir des propriétés qui définissent ces espèces-là. Ce seraient des propriétés qui seraient nécessaires mais pas suffisantes. Et il faut arriver à trouver des propriétés qui sont pertinentes. Puisque par exemple, si je prends la propriété que les membres d'une espèce seraient blancs et que je considère que c'est la seule propriété que je vais prendre, le fait qu'on va créer une espèce des objets blancs, c'est pas une propriété qui reflète une espèce naturelle, si on prend juste ça en tant que tel, puisqu'il y a tellement de manières pour un objet d'être blanc et d'arriver à cette finalité-là, que ça ne va pas refléter une structure particulière du monde. Donc, il faut arriver à trouver des critères pertinents et à regrouper des critères pertinents entre eux et trouver assez de propriétés pour que ça puisse créer une espèce naturelle aussi. Ensuite, il y a aussi le fait de pouvoir faire des inférences inductives. Ça, c'est quelque chose qui revient vraiment souvent en science, le fait de pouvoir faire des inférences grâce à ce regroupement catégoriel.
et c'est aussi un critère qui est nécessaire mais pas suffisant. Donc comme je disais, il y en a qui prennent juste certains critères, mais je vais quand même en citer d'autres qui sont souvent utilisés dans la littérature. Il y a notamment le critère de l'inscription dans les lois nomologiques du monde, donc dans les lois vraiment qui structurent notre monde, et le fait de dire qu'il faut, pour qu'une espèce soit une espèce naturelle, qu'elle fasse partie des lois du monde, des lois un peu figées du monde qui sont très importantes et centrales et qui ne changent pas. Par exemple, le fait que un atome d'hydrogène ait uniquement un proton dans son noyau. Voilà, c'est une loi nomologique du monde, vous avez un exemple. Après, un autre critère, ce serait le fait que les espèces naturelles aient besoin d'être des espèces par le fait qu'il y ait une sorte de structure commune. Bon, ceux qui ont une vision plus forte des espèces naturelles auraient tendance à dire qu'il faudrait que ce soit une essence, donc ce soit quelque chose de nécessaire et suffisant. Mais de manière générale, nous ne sommes pas obligés de nous baser sur les essences, puisqu'il y a des domaines, dès qu'on passe dans la biologie et pas de la chimie par exemple, où c'est plus compliqué d'avoir des essences, et même en chimie c'est discutable. Donc on peut se baser sur d'autres critères, par exemple des mécanismes causaux communs, ça peut être un élément. Après ça peut être une structure sous-jacente commune mais qui ne soit pas forcément une essence. Mais il faut qu'il y ait quand même cette notion structurale commune et qu'on ne soit pas juste sur un résultat fonctionnel de quelque chose. Même si, là encore, il y en a qui considèrent que même un résultat fonctionnel, ça peut être considéré comme, des espèces naturelles. Il y a un autre critère qui est la hiérarchisation des espèces naturelles. Il ne faut pas que les espèces naturelles se superposent entre elles, sinon ça veut soit dire qu'elles sont identiques, soit qu'il y en a une qui est sous-catégorie de l'autre, soit qu'il y a un problème dans la classification, puisque normalement on peut être soit quelque chose, soit autre chose, mais on ne peut pas être les 2 en même temps. Par exemple, pour une espèce biologique, on ne peut pas être à la fois un chat et un tigre. Il y a forcément un animal qui appartient à une espèce en question, en tout cas dans un système de classification de données, et il ne peut pas appartenir à différentes espèces en même temps. Et cela ça ressemble un petit peu au dernier critère que je voulais énoncer, qui est le critère du flou de délimitation ou de la délimitation nette, puisqu'il y en a certains qui considèrent que pour qu'il y ait des espèces naturelles, il faut qu'il y ait des délimitations nettes entre les espèces, et que plus on est sur une forme de continuum, plus il y aura de l'arbitraire dans notre manière de délimiter les catégories naturelles, et donc qu'elles ne seraient pas réellement naturelles. Bon, ça s'applique à certains domaines, mais par exemple en biologie, on est littéralement tout le temps dans des continuums et dans des flous, donc je trouve que ça ne s'applique pas trop en biologie. À la limite, peut-être en chimie ou dans certains domaines de la physique, mais en biologie, bon, la notion de catégorie nette, arrive vite, à disparition. Au-delà des positions réalistes que j'ai abordées jusqu'à maintenant, il y a aussi les positions conventionnalistes. Alors, bon, là encore, il y a le conventionnalisme faible et le conventionnalisme fort. Déjà, le conventionnalisme, c'est considérer que nos catégories reflètent le fruit de nos conventions sociales humaines. Donc dans le conventionnalisme fort, c'est vraiment considérer qu'il n'y a pas d'objet au-delà du discours. Il nie l'existence de toute catégorie naturelle, et toutes les catégories ne sont que le pur fruit de nos conventions. Alors que dans le conventionnalisme faible, il n'y a pas vraiment d'affirmation ontologique. On peut considérer qu'il y a des structures réelles qui existent, mais juste que nous n'y avons pas forcément accès. Donc là, il y a différents points de vue concernant le conventionnalisme faible. Par exemple, il y a Locke qui a considéré qu'il peut y avoir des structures du réel, des espèces naturelles, mais juste qu'elles seraient microstructurales et qu'avec nos sciences, nous n'y avons pas accès. Donc que les catégories naturelles que nous créons ne sont que des conventions parce qu'elles ne peuvent pas refléter ces différences microstructurales, et que pour lui, sa définition des espèces naturelles, il faudrait qu'il y ait des gouffres entre chaque espèce, et que là, ce que nous observons dans un certain nombre de disciplines, c'est qu'il n'y a pas de gouffre entre les espèces, qu'il y a vraiment des notions de continuité, donc il pense que nous n'avons pas accès à ces propriétés microstructurales, en tout cas à l'époque, au XVIIe, lorsqu'il vivait, il considérait que les sciences n'y avaient pas accès. Bon, je pense qu'on n'a pas trop changé là-dessus et que son avis n'aurait pas changé entre-temps. Et donc là, vous me direz, mais comment peut-on identifier que les catégories ne sont pas le fruit de structures du monde, mais qu'elles sont le fruit de mécanismes de construction sociale? Et je vous dirais qu'il y a 3 types de dépendance. Il y a déjà la dépendance qui est plus matérielle. Il y en a qui arguent le fait que lorsque l'on est même dans des sciences les plus fondamentales, par exemple en chimie, lorsqu'on fait des expériences ou même en physique, il y a des choix de
de matériaux que l'on va faire, on va peut-être choisir certains éléments chimiques les plus purs qui ne sont peut-être pas présents dans la nature, comme tels, puisqu'ils sont dans des environnements différents de manière générale. On va organiser tout ça dans un laboratoire aseptisé avec, un certain nombre d'expériences et de phénomènes que l'on ne retrouve pas comme tels également dans la nature et que c'est au sein de tous ces laboratoires et de toutes ces expériences que l'on va créer des catégories pour que cela reflète un certain nombre d'expériences qu'on va faire, qu'on puisse potentiellement faire des inférences après et donc que ces catégories ne reflètent pas des catégories de la nature puisque tout ceci est le résultat d'un univers plus aseptisé avec un certain nombre de choix dans l'organisation des expériences. Donc il y a cette dépendance matérielle dans la catégorisation qui fait que cette catégorisation ne va pas refléter les catégories naturelles. Bon, ensuite, il y a aussi la dépendance causale qui est le fait qu'il y a une structure du monde potentiellement, il y a déjà des catégories, mais nos croyances vont influencer ces catégories-là, ces catégories que peut mesurer objectivement. Par exemple, en économie, le fait de savoir qu'il risque d'y avoir un effondrement, ça peut générer une flopée de comportements qui peuvent potentiellement générer cet effondrement. Donc c'est pour vous montrer le fait que par une certaine croyance, on peut générer quelque chose et que finalement, il peut y avoir un auto-entretien de la catégorie par le fait même que l'on croit en cette catégorie. Comme le fait que, dans l'exemple que j'ai donné en économie, tout le monde, par exemple, retire son argent des banques et donc que ça génère ce que nous avions prédit à la base. Donc là, il y a le fait que les croyances peuvent influencer le monde et qu'après, ça crée des catégories qui peuvent être objectivement vérifiables, mais juste qui n'existeraient peut-être pas ou qui ne seraient pas sous cette forme si nous n'avions... Il y a une mouche qui s'est arrêtée dans le bord de ma caméra. Bon, c'est pas grave. Si nous n'avions pas ces croyances-là. Et après, il y a une dépendance qui, elle, est constitutive. Ce n'est pas exactement la même chose. C'est vraiment le fait que une catégorie est entièrement construite par convention sociale et non qu'elle est juste influencée par des croyances, mais vraiment que de A à Z, elle est définie par une convention sociale. Maintenant, je vais parler de l'essentialisme, puisqu'il y a certains auteurs qui considèrent que les espèces naturelles ne sont des espèces naturelles que lorsque nous trouvons une essence pour chaque espèce. Donc quelque chose qui serait nécessaire et suffisant pour constituer chaque espèce naturelle. Et si je parle d'essentialisme, c'est aussi parce que si l'on a une définition plus forte des espèces naturelles, en général, on va réduire les espèces naturelles à certains domaines d'études, par exemple la chimie, mais pas à d'autres comme la biologie, puisqu'en biologie, comme je le disais, il y a peu d'espèces naturelles pour lesquelles on peut même qu'espérer qu'il y ait une essence. Alors qu'en chimie, là, c'est déjà plus probable, mais là encore, on n'est même pas sûr. Par exemple, si je prends un exemple paradigmatique de quelque chose qui pourrait avoir une essence, si je prends l'eau, H2O, est-ce que l'essence de l'eau, c'est juste le fait qu'elle soit constituée d'H2O? Eh bien, là encore, c'est discuté. Donc, même pour les cas pour lesquels, des entités pour lesquelles nous pourrions nous attendre à trouver une essence, là encore, c'est discuté. Et je vais d'ailleurs prendre... J'ai pris mon ordinateur. Donc, je vais prendre l'exemple de l'argument sur l'essentialisme de l'eau de Salmon et Donnellan, qui vise à établir que l'essence de l'eau réside dans sa composition moléculaire. Donc, je vais lire l'argument pour être sûre de ne pas me tromper, mais je l'ai traduit en français, donc il y a quelque chose que je ne savais pas exactement comment traduire, je l'ai laissé un peu comme tel et j'ai mis la traduction entre parenthèses. C'est dans la proposition 1, il est nécessairement vrai que quelque chose est un échantillon d'eau si et seulement si c'est un échantillon de disate. Donc j'ai mis la même substance que celle dont ceci est un échantillon, puisque de ce que j'ai compris, c'est ça que ça voulait dire. Il l'avait un peu énoncé précédemment. Proposition 2, cet échantillon, donc le liquide, a la structure chimique H2O. Proposition 3, être un échantillon de la même substance que quelque chose revient à avoir la même structure chimique. Donc, conclusion, il est nécessairement vrai que tout échantillon d'eau a la structure chimique H2O. Donc, pour mon ordinateur. Donc, il y a certains auteurs qui ont remis en cause cet argument essentialiste concernant l'eau, puisque, en effet, l'eau, si on prend juste le fait que l'eau est constituée d'H2O et qu'on considère que c'est quelque chose de nécessaire et suffisant, comment on arrive à définir qu'une eau est sous forme de glace, sous forme de vapeur, sous forme de liquide? Parce que lorsqu'on parle d'eau, en général, on parle plus d'eau liquide.
Or, si eau, c'est H2O, la glace aussi, c'est H2O, l'eau évaporée aussi, c'est H2O. Donc, comment on fait pour arriver à distinguer notre usage assez populaire du terme eau et le fait que H2O constitue aussi la glace, constitue aussi la vapeur d'eau? Après, il y a aussi le fait que l'eau, ce n'est pas uniquement H2O, c'est un agencement d'un certain nombre de molécules et donc il y a des propriétés qui sont à l'échelle d'H2O, mais il y a aussi des agencements structuraux qui permettent d'arriver à identifier, par exemple, la fluidité de l'eau, comment l'eau réagit dans telle et telle situation dans l'environnement, une sorte de propriété du fluide en quelque sorte. Après, de quelle température est l'eau, quelle est sa viscosité, enfin il y a un certain nombre de propriétés comme ça que l'on ne peut pas juste identifier grâce à sa structure qui serait essentielle, qui est H2O. Il y a plein d'autres éléments que l'on doit prendre en compte, qui ne sont pas toujours à la même échelle, pas toujours à l'échelle juste d'H2O, et qui nous permettent d'arriver à identifier quelle est la température de l'eau, quelle est sa structure, est-ce qu'elle est plus sous forme de glace, sous forme de vapeur d'eau ou sous forme d'eau liquide, comment elle réagit dans tel ou tel environnement. Donc il y a plein d'autres éléments comme ça que l'on ne peut pas juste déduire en prenant, l'argument eau, c'est H2O. Donc la conclusion de ce passage, c'est de dire que même des éléments qui auraient typiquement une essence, ce n'est pas forcément évident. Par exemple, pour l'eau, ce n'est pas si évident que ça, alors que pourtant ce serait typiquement l'élément qui pourrait avoir une essence. Donc que baser les espèces sur des essences naturelles, ça pourrait être extrêmement réducteur, voire que ça, ne regroupe pas grand-chose finalement. Mais j'ai un peu de mal avec cet argument-là, parce que j'ai l'impression de beaucoup le retrouver dans les articles sur les espèces naturelles et ça se structure un peu de cette manière de dire: «Regardez, telle espèce, tel élément ne semble pas correspondre à votre définition des espèces naturelles et comme intuitivement on a envie de dire que c'est une espèce naturelle, mais que ça n'y correspond pas, dans ce cas, il faut que vous changiez votre définition des espèces naturelles». Ce qui me dérange un peu, c'est que finalement, on en revient à un peu tout baser sur notre intuition concernant l'appartenance de tel ou tel élément à des espèces naturelles, telle ou telle, catégorie, d'objets à des espèces naturelles et peut-être que nos intuitions sont juste fausses et peut-être que si on voit que c'est telle ou telle catégorie ne correspond pas aux espèces naturelles et bien, notre définition est bonne et c'est juste, que ces éléments-là ne correspondent pas à des espèces naturelles. Donc je trouve ça un petit peu bizarre comme raisonnement, mais d'un autre côté, je comprends, que parfois il faut faire des allers-retours entre nos intuitions et nos définitions. Et pour conclure, je souhaitais parler des personnes qui ont tendance à vouloir éliminer la notion d'espèce naturelle. Bon, je n'irai pas jusque-là, mais je suis assez d'accord sur les arguments de fond. Il y en a certains qui disent qu'il y a tellement de définitions différentes des espèces naturelles que ça n'amène à rien, que dès qu'on parle de débat sur le sujet, il faut à chaque fois préciser sa définition et que selon sa définition, on en arrive à des conclusions totalement différentes. Qu'en plus, selon les disciplines, la notion d'espèce naturelle n'est pas du tout la même et qu'en fait, il faudrait presque adapter l'espèce naturelle à chaque discipline, qu'en chimie ou qu'en biologie, il n'y a pas du tout les mêmes exigences que l'on peut se permettre. Donc peut-être est-ce qu'il serait pertinent d'adapter et que, par exemple, en biologie, on se base juste sur, des, clusters homéostatiques comme proposé par Boyd, alors que peut-être qu'en chimie, on peut plus se baser sur une définition qui utiliserait des essences. Donc on pourrait adapter à chaque discipline, mais finalement, plus on adapte, plus on dissout un peu la notion d'espèce naturelle. Il y a aussi le fait que certains veulent abandonner la notion d'espèce naturelle dans certaines disciplines, par exemple en biologie, parce qu'ils considèrent que ça n'a pas forcément de pertinence et je trouve que c'est intéressant en biologie, donc je vais un petit peu développer, même si je le développerai peut-être dans une autre vidéo, parce que je trouve que c'est un point très intéressant. Là, je vais vraiment développer avec mes mots, j'espère que ce sera compréhensible. Parce que concernant les espèces biologiques, donc chiens, chats, tortues et cetera, il y en a qui disent que le problème de considérer que ça correspond à des espèces naturelles, c'est que ça vient assez vite en contradiction entre le concept abstrait de chaque espèce naturelle, qui est vraiment défini et qui normalement ne bouge plus après avoir été défini, et la notion mouvante qui est liée au fait que nous adhérons à la théorie de l'évolution. Et la théorie de l'évolution a tendance à considérer que chaque espèce est mouvante et que potentiellement il peut y avoir des mutations qui vont l'amener à être totalement différente de ce qu'elle était il y a 100 000 ans. Donc il n'y a pas forcément de stabilité que l'on peut identifier pour définir chaque espèce, vu qu'elle est vouée à évoluer à chaque génération et que même chaque individu est différent des autres.
Donc il y en a certains, et c'est pas forcément une position marginale, ce que je vais décrire là, ils considèrent qu'au lieu de parler d'espèces naturelles, il faudrait plus parler d'individus. Il y aurait l'individu qui serait l'espèce en question, par exemple l'individu des tigres, il y aurait l'individu tigre, et chaque tigre en lui-même serait une partie de cet individu, comme les cellules du corps sont une partie de mon corps. Et donc déjà, ça pourrait permettre de dire que l'individu tigre peut évoluer, puisqu'un individu, ça évolue contrairement au concept abstrait d'espèce, et que chaque itération, chaque partie de l'individu qui est chaque tigre aussi peut être différent les uns des autres et aussi peuvent évoluer. Donc je trouve que c'est une vision qui est assez pertinente de parler d'individu, et cet individu-là est inclus dans une dimension spatio-temporelle. C'est parce qu'il est inclus dans une lignée généalogique que l'on peut dire qu'il s'agit de tel individu. Et par exemple, si on avait cette même espèce, individu plutôt, de tigre sur Mars, mais qui n'est pas issu de la même lignée et donc qui n'est pas dans le même espace, spatio-temporel, il ne s'agirait pas du même individu. Même s'ils avaient toutes les autres caractéristiques communes, il y a vraiment cette dimension de généalogie qui est importante concernant les espèces biologiques. Sauf qu'il y en a certains qui disent que ça pose problème quand même de définir ces catégories-là en fonction de dimensions extrinsèques comme la généalogie, et qu'il faudrait mieux se baser sur des dimensions intrinsèques comme des propriétés structurelles, causales ou autres. Donc ça, c'est en débat. Et là, concernant les individus tels que j'ai définis plus tôt, même là, certains chercheurs considèrent que ça peut correspondre à certaines définitions d'espèces naturelles. Donc tout dépend quelle est notre définition d'espèce naturelle, ça peut être très large, peut-être qu'on gagnerait à être plus restrictif. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé d'être assez simplificatrice dans mon approche, mais sans perdre l'essence de ce que je partageais. J'espère que vous aurez compris un peu les concepts que j'ai décrits dans cette vidéo. N'hésitez pas à réagir en commentaire, et à bientôt!